on va aborder un sujet qui déchaîne pas les foules, mais en tout cas qui intéresse les spécialistes. J'en vois plusieurs dans la salle. Donc je vous remercie pour votre présence. Donc on va aborder aujourd'hui un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est un développement qui a été réalisé depuis à peu près 5 ans chez EBIS, qui consiste à développer donc, un outil de métrique de l'activité humaine en cabine de tri. Donc sujet très pointu, mais vous verrez aussi que assez ardu et complexe, qui nous a tous passionnés. Et pour ce faire, donc, on va présenter un peu l'équipe qui est autour de moi, qui résume un peu toutes les composantes de l'équipe. Donc peut-être que vous passez au slide d'après. Ouais. Donc, pour ma part, donc Philippe Mie, je suis le fondateur d'EBIS et donc l'initiateur de ce développement. Oui, donc Alain Flur, ingénieur études process chez EBIS aussi depuis 14 ans et qui a travaillé sur ce projet-là, sur ce développement depuis son début à la réalisation cette année. Donc Irène Gaillard, maître de conférence en ergonomie. Donc j'ai accompagné le volet ergonomie, prise en compte du travail réel. Je suis chercheur au CERTOP, Centre d'études Travail, Organisation, Pouvoir à Toulouse, à l'Université de Toulouse, responsable du master d'ergonomie du CNAM à Toulouse. Et pour finir, Thibaut Blanc-Bain, donc j'étais le doctorant qui a travaillé sur le projet qui a développé tout le système informatique pour faire le suivi de l'activité. Vous nous entendez bien jusqu'au fond, là, c'est bon ? Oui ? D'accord, très bien. Donc rapidement, le sommaire de notre présentation d'aujourd'hui, qui est limité à une quarantaine de minutes. Après, on se laissera un peu de temps pour répondre à des questions éventuellement. D'abord, on va résumer un peu les objectifs de ce développement, en fait, pourquoi on l'a initié et quelles sont les visées de ce développement. Ensuite, Irène vous parlera un peu plus de la définition de l'activité de tri et de l'approche ergonomique et des apports ergonomiques de ce développement. Thibaut, pour sa part, qui est plus axé sur les aspects informatiques et d'intelligence artificielle, expliquera un peu les enjeux des développements logiciels associés. Et puis on vous fera part un peu de l'avancement de ce projet et de ses conclusions à aujourd'hui. Alors tout d'abord concernant les objectifs et les enjeux, vous savez que nous EBIS, nous sommes ingénieristes, constructeurs d'installations de tri, ensembliers. On pratique un métier d'ingénieur dans lequel nos équipes sont plus préoccupées souvent par la technologie et les apports technologiques, on va dire, à nos clients que par la manière d'exploiter les outils. Et l'objectif de ce développement en particulier, il était de s'intéresser non plus strictement à l'aspect technologique, mais à l'aspect humain, et de mieux comprendre effectivement les activités humaines dans les centres de tri, mieux comprendre les problématiques de nos exploitants, de nos clients, et remettre un peu l'homme au centre du dispositif, parce qu'il a été un peu oublié dans des développements technologiques incessants qu'a connu notre métier depuis une vingtaine d'années, quoi. Et donc les besoins qui ont été exprimés dès le début de ce développement, c'était de développer des outils de mesure de l'activité de tri, de se préoccuper de la santé des travailleurs, puisque c'est un sujet connu aujourd'hui national de santé. C'est que nos trieurs en particulier développent des TMS, et c'est un risque fort, et c'est un sujet à aborder dans tous les cas si on veut avoir des parcours professionnels de longue durée dans ces activités et qualifiants. L'autre objectif était également évidemment de développer les connaissances du métier des trieurs, ne serait-ce que pour mieux comprendre les problématiques de ces activités, mais aussi pour pouvoir mieux former les gens et leur permettre de développer justement des carrières sans problème supplémentaire lié à la santé. En filigrane, il y a évidemment l'optimisation du pilotage des centres de tri, parce qu'en fait, on s'est rendu compte assez vite dans ce développement, dans la réflexion, que ces outils, cet apport technologique, il pouvait aussi
servir à mieux piloter les centres. Et donc, il y a des indicateurs humains qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des process et donc en retour de mieux gérer, mieux exploiter ces lignes de manière à ce que les hommes ne subissent plus les cadences des machines, mais qu'ils reprennent la main sur l'activité et sur la production des machines. Alors les enjeux et les incertitudes étaient multiples, puisqu'en fait on est dans un environnement de cabine de tri qui est complexe et très perturbé. Il y a des activités humaines et des flux de déchets qui circulent. Il est assez dur de lire et de bien comprendre dans le détail l'activité. On a très peu de données d'entraînement, c'est-à-dire que quand on veut quantifier une activité de trieur, on fait ce qu'on appelle des comptages qui sont fastidieux, qui prennent beaucoup de temps. Le comptage lui-même perturbe l'activité souvent. Quand une personne est observée, elle n'agit pas de la même manière que quand elle est libre de ses mouvements. Il y avait une question de viabilité économique. Il fallait développer un outil qui soit réellement déployé dans les centres de tri, donc avec des objectifs financiers qui permettent aux exploitants d'acquérir l'outil. Et il y avait un sujet évidemment lié à l'acceptabilité de cet outil, c'est-à-dire que tous les outils de contrôle de l'activité humaine, évidemment, ils posent un véritable problème sur les organisations et sur l'acceptabilité par les personnes, parce qu'être observé en train de travailler, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, et ça peut être compris que si la personne est active dans le dispositif, quoi, et partie prenante. Donc tous ces objectifs-là ont concouru à développer cet outil de maîtrise de l'activité de tri. Je vais passer la parole à Alain qui va vous présenter un peu plus en détail l'équipe et les moyens qui ont été consacrés à ce développement. Voilà, donc effectivement, rapidement, en quelques diapos, une présentation en fait des différents acteurs qui ont été rassemblés pour mener à bien ce projet qui s'est déroulé sur à peu près 6 ans, depuis 2017, le lancement de l'opération. Donc on a dû regrouper un certain nombre de compétences, donc des compétences métiers apportées par EBIS en tant que constructeur d'installations de tri, y compris de cabines de tri, de postes de travail, des compétences amenées également par les exploitants qui ont mis à disposition leur terrain pour pouvoir rencontrer, interviewer les agents de tri et également pouvoir déployer les différents prototypes. Des compétences un peu plus spécifiques en ergonomie et en développement informatique qui ont été apportées donc avec des partenariats avec les laboratoires de recherche de Toulouse, donc du CERTOP et de l'ERIT représentés par nos 2 collaborateurs, et des compétences apportées par des prestataires un petit peu plus réguliers pour intégrer l'outil dans le centre de tri, dans la supervision existante sur les installations. Donc si on devait simplifier en 4 principales phases ce développement, donc on a démarré par la définition du besoin. Alors effectivement, comme le disait M. Mi en introduction, des indicateurs existants, une difficulté à avoir des données fiables, un manque de retour sur cette partie-là. En fait, comme vous disiez, l'homme a été mis un peu de côté, mais on a quand même un certain nombre de référentiels normatifs. Donc on a la norme cabine, qui est une norme métier, et on est également allé piocher des informations, des retours d'expérience sur l'ergonomie un peu plus générale, des indicateurs un peu plus universels dans les recommandations de l'INRS ou le Code du travail par exemple. S'en est suivi une phase de définition de la métrique de l'activité de tri où, en plus de se reposer sur ces éléments, ces référentiels-là, on a mené une vraie étude de l'activité, donc avec des interviews d'agents de tri, des analyses vidéo, des analyses sur site, pour définir nous-mêmes des indicateurs pertinents, complémentaires, qui sont spécifiquement représentatifs de cette activité de tri en cabine. Donc une fois ces éléments bien définis, on est rentré dans le vif du sujet avec une phase de développement, donc choix de la technologie, comme le disait M. Mi, avec les contraintes qu'on peut avoir en termes techniques, en termes économiques également, et également en termes contraintes humaines. Donc j'entends par contraintes humaines l'acceptabilité dont on a parlé tout à l'heure et éventuellement l'impact de l'outil sur le comportement des agents de tri. Donc c'est tous ces facteurs-là qui nous ont conduits à choisir une technologie définie et à développer les outils informatiques de traitement qui s'en suivent. Donc Thibaut aura l'occasion de les présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Donc c'est une phase qui a duré à peu près 3 ans avec un certain nombre d'itérations des
des algorithmes et qui a permis à l'horizon 2020 d'avoir un système fiable qui produit les résultats et qui permet de rendre les indicateurs ergonomiques à partir de la scène captée par notre outil. Et les 2 dernières années qui ont suivi ont été utilisées pour réaliser les différents prototypes, donc le maquettage et la validation de l'outil. Donc une validation fonctionnelle sur site avec l'intégration dans la fourniture de la cabine de tri et une validation également performantielle en mesurant la précision de notre outil avec des analyses contradictoires avec d'autres outils existants plus invasifs et pas forcément adaptés à cet usage. Donc voilà, ce développement sur 6 ans a permis finalement fin 2022 d'obtenir un outil qui est industriel, qui est fini et qui peut être aujourd'hui intégré dans les centres de tri, dans les installations qui sont livrées et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une installation sur le site de Bordeaux en début d'année et une deuxième installation qui sera mise en service à Lille en fin d'année, en 2023. Voilà. Je vais laisser la parole à Madame Gaillard pour faire un petit focus sur la définition de l'activité de tri en termes ergonomiques. Merci. Donc, nous sommes tout de suite partis sur l'analyse de l'activité. Quand j'étais sollicitée par EBIS, ce qui était connu en ergonomie sur les activités de tri, c'est que c'était bien sûr des activités à risque TMS, avec répétitivité, fréquence, et c'était vraiment très, très établi déjà, des travaux et existait. Néanmoins, on est allé, comme ça a été dit par Philippe Mille, on est allé voir sur le terrain quelle était cette activité de tri, car en fait, il y avait peu de connaissances dessus. Dans le laboratoire, il y avait eu une thèse faite et on voyait bien que ces activités de valorisation des déchets sont socialement peu connues, peu reconnues et je dirais méconnues. Alors ne vous inquiétez pas, vous avez devant vous un organigramme et je ne vais pas le détailler, il vise juste à vous faire part du résultat principal qui est que le tri, alors qu'il est connu pour être un tri dur physiquement, le tri c'est un travail mental. Et tout ce travail physique, il est au service, il est précédé par une activité mentale de la part des gens qui sont aux tables de tri. Donc c'est une activité qui consiste à... Ce qu'on a découvert, c'est que les trieurs sont confrontés à des événements liés au fait que le dispositif technique il marche pas, il est soumis à toutes sortes de variabilités. Il rencontre des événements et en fait, ce travail mental, il vise à se mobiliser pour faire face à un flux de déchets qui arrive des fois de façon irrégulière, puisque il peut y avoir des arrêts machines en amont, il peut y avoir des aléas en amont qui font que finalement les personnes sont confrontées à un flux de matière continu qui arrive, je dirais peut-être vulgairement, mais en vrac, et ils doivent constituer des tas homogènes de produits. Et ça de façon continue, et quel que soit leur état de fatigue, puisqu'ils sont quand même confrontés à la vitesse du tapis. Donc, en fait, c'est un travail, alors que il n'est pas forcément valorisé, qui révèle des savoir-faire, des stratégies, et j'en ai mis quelques-unes en évidence que vous voyez en fluo. Ce sont des stratégies qui montrent que les trieurs font des compromis, résolvent des problèmes en temps réel, parfois plusieurs problèmes à la fois, voire travaillent de façon asynchrone, résolvent des problèmes d'une main et d'une autre main. Voilà. Donc, ça change un petit peu la vision, et cette analyse de l'activité, elle a été une source pour nous pour discuter avec l'équipe des développements à venir et de ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Donc voilà une activité, vous avez une vidéo, vous voyez également qu'il y a un travail collectif
et que si on crée des vagues, parce que les gens gagnent du temps des fois en repoussant la matière, s'ils créent des vagues, leurs collègues en héritent dans le travail d'équipe. Donc penser les conditions de travail, c'est intéressant de penser à ça parce que ce ne sont pas des gestes récurrents désincarnés de ce travail mental. Donc si on veut aider la santé au travail, comprendre cette santé au travail, ça, en tout cas, du point de vue de l'ergonomie, c'est une source d'amélioration des conditions de travail. Voilà. Donc on peut passer à la diapositive suivante qui vise juste à vous montrer, donc je passe sur une autre voie, c'est-à-dire que le travail que fait EBIS avec ce capteur, il ouvre des nouvelles possibilités de collecte de données grâce aussi à la technologie de l'IRIT qui n'ont jamais existé sur le travail des TMS. On sait faire des fréquences, on sait calculer des durées, mais on n'a pas ces éléments-là. Donc, ça ouvre des possibilités. Et effectivement, les premières possibilités, c'est de essayer de voir l'exposition par segment corporel dans des zones. Il y a d'autres possibilités. C'est qu'on peut commencer, à partir du moment où il y a une capture, réfléchir à l'aménagement des postes, mais on va avoir une vision du réel. On peut avoir une vision temps réel, on peut avoir une vision collective en tout cas. On peut même avoir corréler l'engagement physique avec la nature des flux de matière. Donc à partir du moment où on sait ça, on a certainement des clés pour travailler la production en tout cas. Et je dirais même plus, si on mettait un petit peu d'intelligence artificielle sur les données qu'on peut capter de cette manière, on peut comprendre des stratégies professionnelles, des récurrences dans la façon dont les gens se mobilisent physiquement. Et à partir de là, on peut mettre en évidence à la fois des savoir-faire très positifs, mais à la fois éventuellement des prises de risque et des causes de prise de risque pour lesquelles on n'a jusqu'à présent pas les données. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et vous avez une chronologie qui vous montre un petit peu de façon brute. Bien évidemment, on ne restitue pas un indicateur de santé, mais derrière, un capteur a la possibilité de tracer et donc de donner plus de sens qu'une simple fréquence. C'est différent si vous avez une posture en continu ou une posture difficile mais morcelée avec des interruptions. Donc technologiquement, je trouve que la technologie donne aux ergonomes de nouveaux outils pour donner du sens à cela. Et donc, les connaissances acquises qui reposaient principalement sur... Alors moi, j'ai découvert d'ailleurs la norme 35702 qui est très bien faite, qui donne beaucoup d'éléments sur les risques professionnels et qui porte, par contre, qui apporte un système d'explication en termes d'action technique et qui conçoit l'activité. Donc, c'est une norme d'aide à la conception, mais elle envisage l'activité comme une séquence d'actions techniques. Or, quand on analyse l'activité, on voit que ce n'est pas une séquence d'actions techniques, c'est un enchaînement de raisonnements qui peuvent même être en parallèle sur des problèmes. Voilà. C'est juste pour vous montrer la nuance, c'est-à-dire que au-delà de la norme, la connaissance de l'activité m'a permis en tout cas d'inciter l'équipe à certes compter les actions techniques, mais à considérer tout le travail qui n'est pas fait en dehors des actions techniques. Car le modèle des actions techniques ne suffit pas à rendre compte de l'activité, il l'éclaire, il permet de prescrire le travail, d'organiser le travail, mais il permet pas d'aller plus loin. Et c'est ainsi, on peut passer à la diapositive suivante, qu'on a réfléchi à des indicateurs de santé possibles en se libérant de la question des actions techniques, en l'intégrant, mais en prenant en compte les conseils de l'INRS en matière de TMS, à la fois en ce qui concerne les zones investies au niveau engagement physique, mais également en ce qui concerne les stratégies mises en œuvre, le lien à la nature du flux, à l'aménagement du poste. Donc la combinaison des connaissances existantes sur les TMS qui l'élargissent d'une approche biomécanique et la rencontre
des nouvelles possibilités qu'offre la technique ont permis en tout cas de spécifier, on est dans de l'innovation, en tout cas d'inviter au niveau équipement à réfléchir à des indicateurs, et on a abouti à un indicateur qui donne déjà une vision du risque TMS un petit peu plus large que qu'une seule analyse biomécanique en termes de fréquence. Donc, c'est ainsi qu'on arrive à pouvoir produire en temps réel, c'est-à-dire à partir de ce que la personne fait, une cartographie, une image, une représentation qui traite des risques pris au niveau des membres supérieurs. C'est au niveau des membres supérieurs qu'on maîtrise le mieux les connaissances. Tous les outils d'évaluation des TMS sont vraiment construits par rapport aux membres supérieurs. Mais aussi, on peut commencer à réfléchir aux possibilités de récupération musculaire que les gens vivent dans le travail qu'ils font, au maintien des postures à risque auxquelles ils sont exposés, des torsions pour anticiper, aux efforts de préhension et à la répétitivité des mobilisations musculaires. Donc tout ça, ça donne un indicateur. La technologie, elle ouvre de nouveaux possibles et elle ouvre certainement au développement de nouvelles pratiques préventrices au niveau de la production, qui sera lié aussi au développement des usages, parce que quelque part, hélas, la technologie a précédé les ergonomes et on est un peu poussé par la technologie, mais il y a vraiment une possibilité de discuter, de comprendre pourquoi les gens prennent des risques, sachant qu'ils les prennent parce qu'ils ont une logique de production et de réussite pour l'entreprise, et des fois, ils s'exposent eux-mêmes. Donc, travailler à partir d'outils comme ça, c'est certainement, je pense, une marche possible d'amélioration des conditions de travail au plus près de l'activité des personnes, d'une réflexion sur ce que font les chefs d'équipe, voire au niveau d'une exploitation plus globale. Les usages sont à développer, certainement en collaboration avec les professionnels du secteur, je dirais. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et je passe la parole à Thibaut. Donc maintenant qu'on a une vision sur les indicateurs qu'on souhaite mesurer, moi je vais vous parler du développement qu'on a effectué pour obtenir une mesure de ces indicateurs. Donc tout d'abord, on a eu à choisir quelle technologie on souhaitait utiliser pour acquérir des données pour pouvoir mesurer ces indicateurs. Donc si on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'il y a plusieurs technologies qui sont disponibles. Par exemple, on aurait pu mettre directement des capteurs sur les vêtements ou sur le corps des opérateurs. Le problème de cette technologie-là est qu'elle est très intrusive, dans le sens où là, l'opérateur aurait vraiment l'impression d'être surveillé. En plus, ça peut le gêner d'un point de vue ergonomie dans les gestes qu'il réalise. S'il avait un capteur, par exemple, au niveau du coude, il pourrait peut-être pas plier le coude comme il le souhaite, des choses comme ça. Donc, on a décidé de ne pas utiliser cette technologie. On aurait pu aussi utiliser des caméras couleurs. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez intrusif. Je suppose que peu de gens aiment et acceptent de se faire filmer lorsqu'ils travaillent. Et en plus, d'un point de vue technique, ça aurait été assez difficile à gérer dans l'environnement non contrôlé qu'est la cabine de tri, parce qu'on a des postes de tri qui peuvent être des fois très bien illuminés, voire même à contre-jour, donc visuellement, la caméra n'y verrait pas grand-chose, et à contrario, des postes de tri qui vont être peut-être plus dans l'ombre, où là, c'est le problème opposé, c'est que comme il y a pas assez de lumière, on n'aurait pas bien vu sur les caméras. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'utiliser les capteurs de profondeur. Donc vous avez un exemple de capteur de profondeur en haut à droite. C'est assez similaire à une caméra finalement, mais c'est pas du tout le même type de données qui est acquise. Donc en dessous, vous avez une vidéo de profondeur, où là, en fait, on se rend compte que d'un point de vue acceptabilité, c'est très intéressant parce qu'il est impossible d'identifier la personne qui est en train de travailler sur le poste. Donc ça garantit un certain anonymat. En plus, l'intérêt de ces capteurs, c'est qu'ils vont être directement intégrables aux unités, que ce soit les unités futures, donc qui seront conçues par EBIS dans le futur, que pour les unités qui existent déjà. Il suffit d'aller insérer le capteur dans le faux plafond, par exemple, et on peut l'intégrer très facilement.
Ensuite, technologiquement, ça a aussi certains avantages. Comme je l'ai dit, le problème de la vidéo couleur, c'est que c'est très sensible aux variations de luminosité. Ici, la caméra de profondeur est en mesure de mesurer la profondeur, peu importe le niveau de luminosité, même si finalement l'opérateur travaille dans le noir, on arriverait à avoir des choses. Voilà. Un autre avantage technique qui est indéniable, c'est que par rapport à une caméra couleur qui nous donne des informations en 2D, on va avoir accès à des informations en 3D parce qu'en fait, la profondeur, c'est tout simplement pour chaque objet qui est observé, la distance de cet objet par rapport à la caméra. Donc on comprend bien que si on a un objet qui est plus loin, sa valeur de profondeur va être plus grande et du coup, on aura des informations en 3 dimensions. Une fois qu'on a choisi d'utiliser ces capteurs et donc ces images de profondeur, il a fallu développer tout un pipeline pour arriver à obtenir les indicateurs de pénibilité dont Irène a parlé. Et donc pour faire ça, on est parti de l'image de profondeur brute qu'on peut voir tout à droite, enfin ma droite, votre gauche. Et donc on s'est rendu compte déjà qu'il y avait une grande partie de l'image qui fournissait de l'information mais qui n'était pas de l'information utile pour notre traitement. Donc on s'est dit qu'on allait faire en sorte d'extraire l'opérateur de l'image. Donc c'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc on a développé d'abord un premier algorithme qui nous permettait d'extraire l'utilisateur et l'opérateur de l'image. Ensuite, quand on a étudié les indicateurs, on s'est rendu compte que la plupart des indicateurs sont des indicateurs posturaux, dans le sens où on va regarder la posture qui est prise par la personne, combien de temps elle est maintenue, est-ce que la personne peut se reposer, donc avoir une posture qu'on va qualifier de plus tranquille. Et donc, on s'est dit qu'à partir de l'image segmentée, ce qu'il nous fallait, c'était arriver à estimer la posture de l'opérateur. Et c'est là que la 3D est très intéressante parce qu'au lieu d'avoir seulement une idée de posture 2D, excusez-moi, on a pu, grâce à l'information 3D fournie par l'image de profondeur, avoir des indicateurs et des postures en 3D. Ce qui nous permet, par exemple, de calculer les angulations ou la position de l'opérateur dans l'espace et dans le monde réel. Un des principaux problèmes qui a déjà été mentionné par Monsieur Mill précédemment, c'est que en fait, on n'avait pas beaucoup de données pour entraîner nos modèles. Donc, on a dû utiliser des méthodes d'intelligence artificielle où on a minimisé la quantité de données nécessaires pour entraîner nos algorithmes, qui étaient des algorithmes d'apprentissage profond. En particulier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'éviter d'annoter des images, c'est-à-dire qu'on n'a pas manuellement sélectionné les images et qualifié où était l'opérateur, par exemple pour la segmentation. On a essayé de maximiser l'automatisation pour que ça soit facilement redéployable dans tous les centres de tri, présents et futurs. Et pour ça, on a aussi fait en sorte d'utiliser des algorithmes qui étaient le plus légers possible et le plus facilement réentraînables. Dans le cadre de notre développement, donc il y a eu une période où on a essayé de prototyper et une période où on a essayé de valider. On s'est appuyé sur 2 centres de tri partenaires qui étaient tout d'abord pour le prototypage le centre de tri de Veolia Manosque, où là on a pu avoir accès à la cabine de tri, installer des prototypes, c'est-à-dire en fait des caméras de profondeur et acquérir un premier ensemble de données. Cet ensemble de données, il nous a permis de faire les premiers développements et nous a aussi permis de présenter le projet à des opérateurs afin de voir tout simplement leur ressenti et à quel point, quel était pour eux le ressenti et le niveau d'acceptabilité de ce capteur. Et le retour que moi j'en ai eu personnellement, c'est que j'avais l'impression vraiment que les opérateurs étaient très heureux qu'on s'intéresse à leur activité et ils n'étaient pas du tout gênés en fait par ces images de profondeur parce que principalement c'était anonyme. Ensuite, on a eu une période de validation une fois qu'on a pu développer notre pipeline qu'on a menée grâce au centre de tri de Veolia Bègle, donc vers Bordeaux, où là, on a pu mettre en place le dispositif dans des conditions réelles. Donc, on a vraiment tout installé et on a fait des mesures. Donc, un exemple de résultat que vous pouvez voir sur la vidéo. Donc, on voit qu'on arrive à assez bien estimer la posture des opérateurs. Et donc, on a aussi profité de cette opportunité pour se mesurer à des systèmes déjà existants, mais pas forcément adaptés à la cabine de tri, tels que le dispositif Captive. Mais voilà, je passe la parole à Alain pour qu'il nous en dise plus sur cette période de validation.
Merci Thibaut. Oui, peut-être pour développer, effectivement, il y a eu une étape de validation fonctionnelle donc sur l'installation de Bègle en conditions réelles, donc en cabine, sur différents postes de travail, et également une période de validation, on va dire performantielle, où on a challengé notre outil et, enfin, au-delà de challenger, mesurer un petit peu les précisions des résultats obtenus. Donc, il y a eu deux pistes. Deux principales pistes qui ont été développées et qui ont été soumises à ces mesures-là. La première, c'est celle qui se réfère à la norme cabine, donc les fameuses actions techniques réalisées par les agents de tri. Donc là, on a fait une mesure contradictoire avec la CARSAT qui a donné des taux de similitude supérieurs à 90% sur des périodes représentatives, donc ce qui est plutôt très intéressant. Donc on sait qu'on est capable d'identifier les actions techniques réalisées par les agents d'une part et de les quantifier. Donc ça permet de répondre vraiment à l'indicateur normatif qui fait aujourd'hui référence dans nos métiers. On a également réalisé une deuxième série de tests beaucoup plus lourde à mettre en œuvre, où on a confronté cette fois-ci notre algorithme d'estimation de la posture, donc de reconstitution du squelette de l'agent pour justement calculer après traitement les indicateurs ergonomiques qu'on a définis nous-mêmes, donc propres à l'activité de tri. Et là, on s'est confronté, donc comme le disait Thibaut, à l'outil captif de la société TEA, qui lui, vous le voyez un peu sur la photo de gauche, est beaucoup plus intrusif. Donc effectivement, les opérateurs ont des capteurs sur les principales parties du corps et les capteurs communiquent entre eux, c'est des accéléromètres et ils donnent en temps réel en fait la position, la reconstitution du squelette. Et donc en comparant les résultats, pareil sur des périodes représentatives, sur différents postes de travail avec différents opérateurs de taille, sexe, corpulence différentes, on a obtenu des résultats très très bons, des taux de précision, des taux de similitude supérieurs à 95% sur les 5 indicateurs qu'on a calculés et même supérieurs à 98% si on analyse l'indicateur ultime ergonomique qu'on remet à l'exploitant. Ça nous a aussi permis d'identifier des pistes d'amélioration de l'algorithme, notamment sur certaines angulations, notamment la nuque ou le cou, où effectivement les mouvements sont de faible amplitude, on avait des degrés de précision un petit peu moindres, et au contraire, tout ce qui va être geste, mouvement du bras, de l'avant-bras, avec des taux de similitude supérieurs à 98%. Donc c'est vrai que ces phases de validation étaient très importantes déjà pour valider la précision de nos mesures et surtout en confirmer la robustesse pour, comme le disait Thibaut, pouvoir s'intégrer sur les nouvelles installations pour lesquelles on maîtrise l'organisation de la cabine, les postes de travail, etc. Mais aussi pouvoir s'intégrer sur des installations existantes après coup en revamping. Voilà pour la partie validation. Il y avait une petite vidéo, je suis passé un petit peu trop vite, mais c'est pour vous illustrer voilà, le dispositif TEA avec en temps réel sur le petit écran de suivi la reconstitution du squelette de la personne. Et pour clôturer donc sur la partie validation, il ne restait plus qu'à pouvoir retransmettre à l'exploitant, à l'usager, ces indicateurs, donc qui se fait à travers en fait des vues de supervision, donc intégrées dans la supervision de la ligne de tri ou sur un superviseur dédié. Donc vous avez une illustration donc, sur cette diapositive avec par exemple pour chaque poste de travail la possibilité d'identifier sur une période sélectionnable, hein, sur la dernière heure, le dernier poste de travail, la dernière semaine, la cadence de tri moyenne de l'agent en action technique par heure, la répartition de son évolution dans les différentes zones définies par la norme cabine. Donc ces indicateurs pour la partie référentielle normée. Et également on retrouve le petit diagramme présenté par Irène tout à l'heure avec nos 5 indicateurs ergonomiques. Donc de manière assez graphique qui permettent de restituer l'information à l'usager, à l'exploitant. Voilà, mais je vais laisser la parole à Philippe Mille pour conclure. Non, peut-être juste en revenant sur cette diapo, dire que ce développement, ce que vous avez vu à l'écran juste précédemment, c'est une vue de superviseur industriel en fait, hein, qui est installé aujourd'hui, déployé par exemple sur le centre de tri de Bordeaux Métropole, et qu'en fait il agglomère le développement, enfin les données du développement qui vous a été présenté avec des données venant des machines. Donc notamment des systèmes de tri optique par exemple qui permettent également de quantifier les matières arrivant sur les tables de tri. Et puis d'agglomérer également des informations qui viennent de capteurs installés en aval des trieurs sur les mêmes tables de tri
et qui permettent de mesurer la composition des flux une fois triés. Donc vous comprenez bien que l'agglomération de l'ensemble de ces données permettent aujourd'hui de faire de ces développements des outils de pilotage d'activités et de pilotage de centres de tri très, très, très performants, quoi. Ça pose aussi la question, évidemment, de la qualification et de l'évolution des qualifications dans les centres de tri. Puisqu'en fait, en 15 ans, on est passé de centres de tri qui étaient vraiment des centres de tri manuels, où les personnes faisaient l'essentiel du travail, à des centres de tri qui sont très automatisés, qui sont devenus très complexes, et où là, on veut réintégrer la dimension humaine, quoi. Donc évidemment, ce qu'on est en train de préfigurer là, c'est pas uniquement les centres de tri livrés actuellement, mais c'est peut-être aussi les centres de tri du futur qui vont appeler aussi de nouvelles compétences d'analyse pour améliorer le confort au travail des trieurs et améliorer aussi la performance globale des centres. Voilà. D'où l'intérêt d'agglomérer toutes ces technologies dans un superviseur industriel. Donc évidemment, c'était une démonstration à ce stade, on va dire scientifique, qui est en train d'être déployée industriellement sur le centre de tri de Bordeaux Métropole, demain sur celui de la métropole de Lille également, à Los. Et donc on est encore en train d'apprendre des premiers déploiements industriels, mais qui donnent vraiment de belles perspectives dans la connaissance de l'activité et puis dans la performance des futurs centres de tri. Donc en conclusion, voilà, je pense qu'on vous a présenté un outil de mesure de l'activité qui permet de traiter et de restituer des données aux exploitants, qui aide donc à la décision et au pilotage des installations, et avec des retombées positives au niveau de la santé au travail si ces outils sont bien utilisés dans le futur, évidemment. Donc on a rappelé les deux références. Moi je voulais remercier aussi toute l'équipe qui s'est joint à nous, parce que ce développement il a été long, il a fait appel à des compétences pointues et nombreuses, comme celle du CERTOP ou de l'IRIT. Thibaut qui a été doctorant, aujourd'hui qui est docteur ingénieur, qui a été salarié d'EBIS pendant 3 ans, lui aujourd'hui a évolué vers une carrière professionnelle dans le même secteur. Il est même en train de mesurer les performances des footballeurs sur les terrains de foot, et finalement les données que vous avez aujourd'hui sur vos écrans de télévision quand vous regardez un match de foot, voilà, c'est Thibaut qui les développe à partir de l'analyse de l'activité des footballeurs. Donc il n'analyse plus un seul trieur, mais voilà, 22 joueurs sur un terrain avec une complexité supérieure. Et vous voyez que ces connaissances, elles permettent aussi de faire évoluer la science, et c'était aussi l'objet de ce développement, et de créer aussi une émulation dans l'équipe et de se poser de nouvelles questions. Je pense que de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite, et voilà, on était très heureux de le partager avec vous. Merci pour votre attention. On peut passer une séance de questions-réponses si vous avez des questions. Merci beaucoup. La première question, peut-être la plus basique, c'est que, comme tu le disais, Philippe, il y a 15 ans, il y avait que des trieurs qui faisaient de l'action de tri. Maintenant, l'action de tri, elle est essentiellement faite par des machines. Mais pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas les cabines de tri et on met les moyens techniques pour arriver à des qualités de tri suffisantes uniquement avec des machines? Ça, c'était peut-être... Alors, nous, on peut répondre en tant qu'ingénieriste, c'est-à-dire que les cahiers des charges qu'on reçoit de la part de des donneurs d'ordre, des exploitants de centres et des collectivités également, et en fait, bien souvent... issus des cahiers des charges de Citeo, par exemple, pour la collecte sélective, ils nous imposent des performances aujourd'hui que nos process ne savent pas atteindre, on va dire, dans des conditions économiques acceptables. Alors c'est un peu... voilà. Oui. Tu es sûr d'avoir fait le calcul entre tout ce que coûtent des personnes et des cabines de tri par rapport à des machines de tri supplémentaires? Oui, parce que en fait, les machines de tri, et ça on est allé au bout de ce cheminement sur un certain nombre de centres de tri, en fait, des machines de tri
si vous les mettez en série et que vous continuez à trier la matière pour la purifier, en fait, la performance des dernières machines, elle devient nulle quasiment. Parce que, en fait, si vous ne changez pas de technologie, si vous ne trouvez pas à un moment donné une rupture technologique pour mieux identifier les matières, vous ne faites pas mieux que ce qu'a fait la machine précédente. Et donc aujourd'hui, on sait que même si on rajoute 2-3 machines et même un grand nombre de machines en cascade, on le fait aujourd'hui. Hein, on mixe des technologies de reconnaissance par les robots, par exemple, avec des technologies infrarouges sur des trioptiques, par exemple. Voilà, c'est très difficile sur la plupart des flux. C'est quasiment impossible d'atteindre les niveaux de pureté exigés par les cahiers des charges de nos clients. Et donc, les trieurs, de ce point de vue-là, ils restent toujours là. On les appelle contrôleurs qualité. Bon, en pratique, c'est des trieurs, hein, je peux vous le certifier, parce qu'en fait, le travail de ce contrôle qualité consiste à retirer des refus dans les flux, à purifier des flux. Et donc, il faut faire un travail consciencieux. Ça nécessite une connaissance. Irène a expliqué l'activité mentale qui devient de plus en plus complexe, hein, en plus, hein, parce que les consignes ne sont pas toujours évidentes à respecter. Les flux évoluent, mais ils évoluent au fil des heures, mais aussi dans le temps. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui est mis sur le marché, il y a une nouvelle question qui se pose. Hein. Et pour les trieurs, c'est des adaptations permanentes, quoi, au flux. Et donc ce travail-là, aujourd'hui, on sait le faire avec des trieurs, on ne sait pas le faire vraiment avec des machines, en tout cas au niveau de ce qu'on nous demande. Si on relâchait peut-être des cahiers des charges au niveau de la qualité des flux à trier, oui, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de ces contrôles qualité, quoi. Mais aujourd'hui, on en a besoin. Et aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte, hein, aussi dans ce développement, que vraiment le trieur, c'était un peu la variable d'ajustement du système et qu'il avait beaucoup de mérite et on connaissait très mal son activité et qu'il fallait vraiment aujourd'hui investir dans ce domaine, y compris pour la santé au travail. Est-ce qu'il y a un prix catalogue pour cet outil? Alors, il y a pas. Alors, nous, il faut savoir qu'on a, dès le début, ça c'était une donnée essentielle. On a travaillé avec des capteurs grand public. Parce qu'en fait, on a une chance incroyable, c'est que dans toutes les stations de jeu, alors moi je suis un peu déconnecté, hein, par rapport à ça, mais quand on joue sur les écrans de télé avec les Wii, enfin toutes les stations qui sont mises sur le marché, les téléviseurs sont équipés de capteurs qui mesurent votre activité. Et donc ces capteurs-là, ils sont très bon marché parce qu'ils sont fabriqués à Taïwan dans de grandes quantités, ou en Californie certains, en grand volume. Donc on est allé tout de suite aussi vers un produit grand public de manière à ce qu'on puisse équiper souvent 30, 40 postes de tri à moindre coût. Hein. Il ne s'agissait pas de partir sur des technologies. Donc on est parti d'entrer sur des technologies grand public, ce qui a aussi complexifié le travail de développement derrière parce que les algorithmes... ils ne sont pas toujours ouverts au développement logiciel, hein, ces produits. Donc nous, on a pris un produit indépendant qui nous permettait de développer de l'algorithme et ça, c'était quand même très intéressant. Donc, effectivement, on a cherché à être le plus compétitif possible. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que quand on équipe une cabine avec toutes nos technologies, alors ça inclut, on ne l'a pas développé là, mais des choses beaucoup moins technologiques, hein, du type de capteur d'ambiance. Puisque par exemple aujourd'hui on a un capteur synthétique qui est un objet connecté qui permet sur chaque poste de tri aussi de mesurer la température, la luminosité, puisque l'éclairement de la scène c'est un sujet essentiel pour le trieur aussi, donc l'hygrométrie également et le niveau sonore également. Et donc ça, toutes ces données, on en fait l'acquisition en continu. On a aussi dans ce package technologique du contrôle qualité sur table de tri qui est associé, qui peut faire l'objet d'un capteur indépendant. Et donc au bilan, je sais qu'aujourd'hui on équipe une cabine d'une unité de 10 tonneurs hein, qui comprend combien 6 tables de tri oui, jusqu'à 8 tables de tri pour à peu près 150 000 €. Voilà. Donc ça a permis à certaines collectivités de se lancer sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a notamment je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais notre client Triselec par exemple sur la métropole de Lille, lui il a des salariés, il se préoccupe beaucoup de la santé au travail, il est très investi sur ce sujet et il a des salariés qui sont en permanence dédiés au comptage de gestes. Donc ça veut dire qu'ils ont des équipes qui, toute la journée, font du contrôle sur chaque poste de travail, vérifient les actions techniques, éventuellement les corrigent, accompagnent les trieurs.
Donc ce personnel aujourd'hui fait un travail de comptage qui est pas valorisé en fait, alors qu'ils ont une expertise en termes au niveau de l'activité. Et bien là, ils sont déchargés de la mesure et ils ont des indicateurs à leur disposition et ils peuvent se consacrer vraiment à la formation des trieurs, à les aider à améliorer la performance de tri et leur posture aussi, hein, parce que l'enjeu c'est aussi des fois de corriger des postures qui sont préjudiciables et dont les gens ne sont pas conscients. On se met dans des biais également dans les actions de tri. Donc voilà, aujourd'hui c'est un investissement certain, mais je pense que c'est la santé au travail dans nos métiers, c'est devenu une cause nationale. Hein. Il faut savoir que nos métiers représentent un gros pourcentage. Alors, je ne dirais pas c'est 20 ou 30%, mais je sais que dans les dernières études nationales, c'est plus de 20% des problèmes de TMS, toute industrie confondue au niveau national. Donc c'est un sujet auquel il va falloir s'attaquer. Et votre logiciel, votre outil, est-ce qu'il est compatible avec les différents outils de supervision des différents ensembliers sur le marché? Oui, alors on n'a pas testé toutes les configurations, mais ce qu'on connaît nous des superviseurs de nos confrères, on va dire, hein, sur le marché, oui, on sait les adapter parce qu'on est soit sur des systèmes type WSP ou des PCVu par exemple, et ça on sait développer des pages en fait qui font l'acquisition. Après le reste c'est que des tables d'échange de données quoi. Donc le développement des pages de superviseurs est assez facile à faire. Donc si c'était un nouveau superviseur, on saurait, on va dire, redévelopper les pages. Ça coûterait peut-être un peu plus cher, mais il n'y a pas d'incompatibilité, on va dire, dans la mesure où évidemment le prestataire il a ouvert son code. Hein. Nous, quand on livre un centre de tri à un client exploitant, il est propriétaire de ses logiciels. Tout le monde ne fait peut-être pas comme ça. Alors évidemment, si le logiciel est verrouillé, personne ne pourra développer dessus. Mais pour ça, c'est une demande légitime des clients d'avoir un superviseur qu'ils peuvent continuer à développer indépendamment du constructeur. Donc dans ce cas-là, on sait le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non? Bon, je pense qu'on va clôturer ce forum. Merci beaucoup pour votre présence. Je vois que ça s'est densifié après. On a démarré un peu l'heure du repas. Ça devait être un peu plus compliqué, mais merci pour votre attention. À bientôt. Au revoir.